Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette Coupe du Monde, parce que les dernières 48 heures n'ont pas seulement livré des résultats de football. Elles ont provoqué un véritable scandale politique, entraînant la Maison-Blanche, l'OTAN et le propre système disciplinaire de la FIFA dans un même récit chaotique. On parle d'un président qui appelle personnellement le patron de la FIFA, d'un pays co-organisateur qui ne tient plus qu'à un fil, et d'un tableau à élimination directe où il manque désormais 3 des 4 nations qui ont construit les stades dans lesquels ce tournoi se joue. Accrochez-vous parce que c'est de loin la séquence la plus folle de la Coupe du Monde 2026 jusqu'ici, et nous allons en démonter chaque seconde. Revenons là où le carnage a commencé. Les huitièmes de finale ont débuté par une fin que personne au Canada ne voulait voir. Les Canadiens sont devenus la première des 3 nations hôtes éliminées de son propre tournoi, et ils n'ont pas seulement perdu, ils ont été balayés. Les supporters canadiens avaient rempli les stades de la côte ouest, rêvant d'un miracle après avoir vu leur équipe atteindre une phase à élimination directe de Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du pays. En face, il y avait les Lions de l'Atlas du Maroc, déterminés à prouver que leur parcours jusqu'en demi-finale 4 ans plus tôt au Qatar n'avait rien d'un accident. L'arbitre anglais Michael Oliver a donné le coup d'envoi, et ce qui a suivi fut l'un des matchs les plus rudes et les plus brutaux du tournoi. En première période, le Maroc a semblé fébrile et a perdu son meilleur buteur sur blessure. Ismaël Sebari, qui avait marqué lors de chaque match de phase de groupe, s'est écroulé en se tenant l'ischio-jambier et a dû être aidé pour quitter le terrain en larmes. Un coup énorme avec Sofiane Rahimi envoyé en urgence pour le remplacer. Le Canada, malgré le contexte extérieur, a dominé cette première période, tirant 4 fois contre une seule tentative marocaine et obtenant 5 corners. Le match a aussi produit une anomalie statistique presque absurde. Avant la mi-temps, les arbitres avaient en distribué plus de cartons jaunes que les 2 équipes n'avaient cadré de tirs. 6 cartons contre 5 tirs cadrés, un total jamais vu dans un match à élimination directe de Coupe du Monde depuis le début des relevés en 1966. D'autant plus remarquable que les arbitres de ce tournoi dépassent rarement 3 avertissements par rencontre. Puis est arrivé le moment qui a fait basculer le match. À la 50e minute, le Maroc a obtenu un coup franc juste à l'entrée de la surface. Tout le monde attendait un centre classique, mais Achraf Hakimi a glissé une passe maligne au sol. Le milieu Azzedine Ounahi s'est placé directement derrière l'arbitre, utilisant presque Oliver comme un écran, avant de jaillir sur la passe sans être marqué. Oliver a parfaitement lu l'action et a sauté hors de la trajectoire juste à temps. Ounahi a frappé en première intention, le ballon a été légèrement dévié et a filé dans le petit filet opposé. Le gardien canadien n'a pas bougé. 1-0 pour le Maroc. À partir de là, le Canada s'est projeté vers l'avant à la recherche de l'égalisation, a laissé des espaces derrière lui et l'a payé très cher. À la 82e minute, Brahim Diaz est parti en contre-attaque. Il n'a pas réussi à se mettre parfaitement en position pour frapper, mais il a protégé le ballon avec une grande intelligence face aux défenseurs avant de le transmettre à un coéquipier. Onehi a inscrit son 2e but de la soirée. Puis, dans le temps additionnel, Diaz a signé sa 2e passe décisive du match, et les jambes fraîches de Sofiane Rahimi ont envoyé le 3e but au fond pour enterrer définitivement les espoirs canadiens. Score final, 3-0, une destruction totale. Les chiffres derrière ce résultat sont vertigineux. Le Maroc enchaîne désormais 34 matchs sans la moindre défaite dans le temps réglementaire. Sa dernière défaite remontait à presque 1 an contre le Kenya. C'est la 2e Coupe du Monde consécutive où il atteint au moins les quarts de finale. Quand le coup de sifflet final a retenti, les joueurs canadiens ont quitté le terrain tête basse devant leurs propres supporters brisés. Leur tout premier parcours historique en phase à élimination directe déjà terminé. Le Maroc, lui, a avancé vers les quarts, porté par une vague de confiance immense, avec un choc contre la France que beaucoup décrivent déjà comme la revanche de cette demi-finale inoubliable du Qatar. Si vous pensiez que c'était intense, France-Paraguay a encore changé d'échelle. Ce n'était pas vraiment un match de football, c'était une collision entre l'élégance technique européenne et la pure puissance physique sud-américaine, et l'arbitre en a complètement perdu le contrôle.
Les vice-champions de Didier Deschamps entraient dans ce match face à la plus grande histoire d'outsider du tournoi, une équipe du Paraguay qui avait déjà renvoyé l'Allemagne chez elle plus tôt dans la compétition. Mais les Sud-Américains ont semblé comprendre presque aussitôt qu'ils ne pourraient n'avoir pas battre la France au jeu, alors ils ont essayé de la battre à l'impact, et l'arbitre ouzbek chargé de la rencontre a presque tout laissé passer. Le chaos a commencé dans les 10 premières minutes. Omar Alderete est intervenu durement sur Kouadio Koné et le défenseur Juan Cáceres a poussé Adrien Rabiot dans le dos loin du ballon. Aucun carton n'a été sorti et le Paraguay a clairement senti qu'il pouvait tout se permettre. Gustavo Velasquez a ensuite percuté volontairement de la tête le gardien français Mike Maignan lors d'un duel aérien, en le touchant aussi avec sa chaussure dans la retombée. Les Français ont protesté avec colère, mais l'arbitre a laissé jouer. Andrés Cubas s'est ensuite mis à traquer Kylian Mbappé partout sur le terrain, finissant par le découper, puis par le repousser encore lorsque Mbappé a tenté de se relever, déclenchant une confrontation générale sur la pelouse. Mais le moment le plus laid est arrivé lorsque Mathias Galarza a poursuivi Mbappé le long de la ligne de touche et, sous les yeux d'une audience mondiale, a balancé son bras pour le frapper violemment au visage. Le jeu a continué et, chose stupéfiante, l'arbitre n'a même pas sorti de carton jaune. Les consultants qui suivaient toute la rencontre depuis des studios partout dans le monde ont été unanimes. Cela devait valoir un rouge direct automatique pour geste violent et intention manifeste de blesser. Le sifflet est resté muet. Au début de la seconde période, le traitement physique a continué lorsque Velasquez s'est jeté dans un duel aérien et a heurté Mike Maignan en pleine tête avec un saut imprudent. Il a fallu attendre qu'Ousmane Dembélé soit fauché dans la surface paraguayenne pour que l'assistance vidéo intervienne enfin. Les officiels ont envoyé l'arbitre au moniteur et il a fini à contre-cœur par désigner le point de pénalty. Même là, le Paraguay a tenté une dernière manœuvre. Alors que Mbappé se tenait devant le ballon pour préparer sa frappe, Velasquez a sprinté vers le point de pénalty et l'a abîmé avec sa chaussure. Un geste qui devrait entraîner un avertissement automatique selon les propres règles de la FIFA. Les officiels sont passés complètement à côté. Mbappé s'est avancé malgré tout et a transformé le pénalty avec un sang-froid glacial. 1-0 pour la France. Ce qui s'est passé ensuite a frôlé l'invraisemblable. Cuba est arrivé lancé, jambes tendues, dans le genou de Rabiot, une intervention qui, au ralenti, faisait réellement peur, le genre de geste capable de briser une articulation. Au lieu d'un carton rouge, l'arbitre s'est contenté de siffler faute et a laissé les équipes partir à la pause fraîcheur. Pendant l'arrêt de jeu, un autre défenseur paraguayen a percuté Mbappé et Velasquez est encore revenu chercher la confrontation, même si Mbappé s'est contenté de sourire, visiblement engagé dans son propre jeu psychologique. En fin de match, Cáceres a volontairement donné un coup de crampon dans le tibia de Mbappé alors qu'il était au sol, et seuls les protèges tibia ont évité une fracture grave. Dans les dernières minutes, Galarza, qui avait passé tout le match à provoquer les Français sans conséquence, s'est lancé dans une nouvelle intervention dangereuse par derrière sur un défenseur français. Les chiffres finaux racontent une histoire absurde. Le Paraguay a commis 13 fautes contre 11 pour la France, mais a terminé sans le moindre carton jaune, tandis que la France, victime de la plupart des coups, en a reçu 3. C'est un scandale statistique en soi, même si le point positif est que la France a évité les blessures graves. Après le coup de sifflet final, qui a confirmé une victoire arrachée 1-0, Mbappé n'a pas mâché ses mots. Il a expliqué que l'adversaire semblait croire que la France allait venir jouer un beau football en smoking, mais que s'il fallait se salir pour gagner, son équipe en était tout à fait capable. Il a ajouté avec insistance que le Paraguay avait essayé de provoquer la France, mais que c'est finalement la France qui avait déstabilisé le Paraguay. Deschamps s'est montré plus mesuré en conférence de presse, tout en lançant une pique nette, affirmant que les adversaires avaient utilisé tous les coups bas possibles, et que ce n'était pas le football qui donne envie aux supporters de venir au stade. La France a arraché la victoire au courage et file en quart, où l'attend un choc de poids lourd contre le Maroc, avec un Mbappé qui aurait très envie de venger les blessures subies par Saibari et Unai. Et c'est là que les choses sont devenues véritablement historiques.
La Norvège a signé l'une des plus grandes surprises de l'histoire du tournoi en éliminant le Brésil, quintuple champion du monde. Carlo Ancelotti pouvait hausser les sourcils sur son banc autant qu'il voulait, mais face à la puissance physique brute d'Erling Haaland, la science tactique de l'Italien n'a trouvé aucune réponse. La Norvège s'est imposée 2-1 et a atteint un quart de finale de Coupe du Monde pour la toute première fois de son histoire. Le Brésil aurait dû plier l'affaire en première période. À la 14e minute, le défenseur norvégien Kristoffer Ajer a signé un tacle désespéré et imprudent dans la surface sur Mateusz Cunha, manquant complètement le ballon. L'arbitre américain Ismail Elfat a désigné le point de pénalty après une vérification vidéo. Mais au lieu de voir Vinicius Junior ou Neymar rester sur le banc, sans charger, Bruno Guimaraes s'est présenté et a frappé de manière molle, presque trop décontractée. Le gardien norvégien Orjan Nyland, 35 ans, a réalisé une parade plongeante incroyable pour maintenir le score à égalité. Le Brésil a dominé la possession, mais après avoir gâché cette occasion en or, il allait le payer très cher. La seconde période a appartenu entièrement à 2-0 norvégiens. Un gardien porté par une forme irréelle et la force terrifiante d'Erling Haaland. Nyland, qui joue à peine régulièrement dans son club de Séville et avait vécu un tournoi plutôt calme jusque-là, a sorti 3 arrêts stupéfiants qui ont laissé Vinicius les mains sur la tête. Puis, à la 79e minute, Haaland est passé dans une vitesse presque impossible à arrêter. Un centre a fusé dans la surface, et Haaland a traversé Gabriel, le défenseur d'Arsenal avec lequel il se livre depuis des années, des duels intenses en club, avant de s'élever au-dessus de lui pour placer sa tête au fond. 1-0. Haaland a à peine célébré, repartant vers le rond central avec un visage glacé, comme si ce n'était qu'une affaire ordinaire. Le Brésil était sonné. Ancelotti a immédiatement lancé Neymar dans la bataille, mais c'est sous ses yeux que les quintuples champions ont reçu le coup de grâce. À la 89e minute, Haaland a récupéré le ballon juste à l'entrée de la surface et a enroulé une frappe magnifique, presque sans effort, dans le petit filet. Un doublé somptueux, 2-0. La foule a explosé dans une incrédulité totale. Tout ce que le Brésil a pu produire en réponse fut un penalty de Neymar très tard dans le temps additionnel, qui n'a absolument rien changé au résultat. Visiblement frustré, Neymar a couru vers Nyland après son but pour lui crier au visage, mais le grand gardien norvégien s'est contenté d'en rire avec un sourire royal et méprisant. Le Brésil rentrait à la maison. Prenez un instant pour mesurer à quel point ce résultat est historique. Pour la première fois depuis 1990, le Brésil n'a pas atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, mettant fin à une série de 36 années consécutives à dépasser les huitièmes. Plus remarquable encore, c'était la première fois de toute l'histoire officielle du Brésil qu'il perdait contre la Norvège dans le temps réglementaire. La Norvège compte désormais 3 victoires et 2 nuls face aux Brésiliens dans leur histoire, un véritable cauchemar pour la séleção. Quant à Haaland, il a maintenant marqué avec sa sélection dans chaque match officiel depuis l'automne 2024, une série qui s'étend à 26 rencontres consécutives, et ses 2 buts contre le Brésil sont peut-être les plus précieux de sa carrière. La Norvège, portée sur les épaules de son attaquant impossible à arrêter, file en quart, où elle affrontera l'Angleterre dans ce qui promet d'être un choc total de style. Et puisqu'on parle de l'Angleterre, son 8e de finale contre le pays hôte, le Mexique, dans le légendaire Estadio Azteca aux 100 000 places, a peut-être offert les 90 minutes les plus folles du tournoi. L'équipe de Thomas Tuchel a survécu à une période en infériorité numérique et a arraché sa place en quart dans l'une des fins de match les plus dramatiques imaginables. Comme lors du tour précédent contre l'Équateur, la rencontre a été retardée d'1 heure entière avant le coup d'envoi à cause des éclairs au-dessus du stade. Une fois la météo apaisée, les 2 équipes sont entrées sur le terrain sous une pluie battante et une température douce de 18 degrés. Tuchel a reconnu ouvertement en conférence de presse d'avant-match que la plus grande menace n'était pas l'attaque mexicaine, mais l'altitude brutale du stade, à environ 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, une condition à laquelle ces joueurs anglais n'avaient tout simplement pas eu le temps de s'adapter physiquement. Cela s'est vu immédiatement. Après seulement 50 secondes, Declan Rice,
déjà visiblement gêné par l'air raréfié, a levé la jambe dangereusement haut et a manqué de peu la tête de Luis Romo, recevant un carton jaune logique. Quelques centimètres plus bas et l'Angleterre aurait commencé le match à 10. Le public local a poussé le Mexique dès le premier coup de sifflet, et à la 15e minute, Raúl Jiménez a obligé Jordan Pickford à une parade vive, le gardien devant se tordre dans une position acrobatique pour détourner le ballon. Dans cette première séquence, cela ressemblait à une copie conforme des difficultés anglaises contre la RD Congo, un siège total de leur but. Mais Tuchel ne serait pas Tuchel s'il ne pouvait pas renverser un match en plein cours. Pendant une pause fraîcheur prévue, le tacticien allemand a réuni ses joueurs en cercle serré, gesticulant avec énergie pour leur montrer exactement où se trouvaient les failles défensives du Mexique. L'effet a été presque immédiat. Anthony Gordon a d'abord testé le gardien, puis, à la 26e minute, l'Angleterre a explosé. Rice a porté le ballon vers la surface, Bukayo Saka a glissé une passe parfaitement dosée, et Jude Bellingham est arrivé de loin pour conclure. 1-0. Le Mexique a à peine eu le temps de remettre le ballon en jeu que Gordon a volé le ballon au prodige mexicain Mora, 17 ans, le long de la ligne de touche, avant de lancer un contre fulgurant. Harry Kane a servi Bellingham avec finesse, et celui-ci a calmement inscrit son deuxième but du match avant la 38e minute, 2-0. Les 100 000 spectateurs sont tombés dans un silence stupéfait, mais l'esprit de combat mexicain n'était pas mort. Juste avant la pause, Julián Quiñones a jailli dans la surface et a conclu avec précision son 4e but du tournoi, 2-1. Jiménez a ensuite eu 2 occasions en or d'égaliser, en manquant une, et en voyant Pickford repousser l'autre avec l'aide de la barre transversale. Dans le temps additionnel, le capitaine mexicain César Montes a cru égaliser sur corner, mais Bellingham a sauvé sur la ligne au tout dernier instant. La seconde période a sombré dans le chaos pur. Bellingham a touché la barre, puis, quelques instants plus tard, le défenseur anglais Jarrad Branthwaite est intervenu semelle en avant sur la cheville de Jesus Gallardo. L'arbitre a revu l'action sur l'écran et a sorti un carton rouge direct sans hésiter. L'Angleterre se retrouvait à 10 en altitude et le stade sentait la remontée possible. Mais c'est alors le gardien mexicain qui a fait tomber Gordon dans la surface et Harry Kane a transformé le pénalty avec un sang-froid absolu, son 6e but du tournoi, 1-3. On aurait dit que l'Angleterre, même à 10, avait plié l'affaire, mais pas contre le Mexique. 5 minutes plus tard seulement, Kane est passé du rôle de héros à celui de coupable en touchant Eric Gutiérrez avec un tacle imprudent dans sa propre surface. Cette fois, l'arbitre a accordé un pénalty au Mexique et Raúl Jiménez a pris Pickford à contre-pied pour revenir à 2-3. La tension dans le stade a atteint son point d'ébullition. Lors de la dernière pause fraîcheur, Tuchel a lancé des jambes fraîches et a basculé dans un dispositif très défensif, fermant presque la boutique dans l'espoir de survivre. Le Mexique a tout envoyé vers l'avant. Centres, frappes lointaines et coups de pied arrêtés dangereux se sont enchaînés sans répit. L'Angleterre a tenu d'une manière ou d'une autre, et à la 12e minute du temps additionnel, John Stones a dévissé un dégagement qui a failli finir dans son propre but, passant à quelques centimètres du poteau. Le coup de sifflet final a apporté un soulagement incroyable. À 10, en altitude, sous la pression étouffante de 100 000 supporters, l'Angleterre n'a pas seulement gagné, elle a survécu à la force du mental. La Coupe du Monde à domicile du Mexique s'est terminée dans la douleur, tandis que l'équipe de Tuchel a rejoint les quarts la tête haute, avec ce duel alléchant contre la Norvège d'Erling Haaland en ligne de mire. Dans des circonstances normales, tout ce drame aurait pu être la plus grande histoire du tournoi. Mais la politique s'est alors invitée de plein fouet au cœur de la Coupe du Monde, et les choses sont devenues réellement inédites. Pendant 24 jours d'affilée, cette Coupe du Monde avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à ne pas devenir une histoire sur le président Donald Trump. Cette série s'est arrêtée brutalement cette semaine. Tout tourne autour de l'attaquant de la sélection américaine, Folarin Balogun,
expulsé et suspendu pour un match après une révision vidéo lors de la précédente victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine. La révision, fait inhabituel, a utilisé des ralentis qui ne sont normalement pas employés pour ce type de décision, montrant les crampons de Balogun entrer en contact avec la cheville d'un adversaire. Les officiels ont conclu à une faute grossière. En temps normal, l'histoire se serait arrêtée là. Mais le président Trump a révélé publiquement qu'il avait personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander une révision de la décision. Depuis le bureau ovale, Trump a affirmé avoir simplement demandé que la situation soit réexaminée, en insistant sur le fait qu'il n'avait rien exigé de précis. Il a décrit l'incident comme une collision entre deux joueurs lancés à pleine vitesse et a déclaré sans détour qu'il ne pensait pas qu'il y avait faute, ajoutant que, selon lui, l'attaquant américain n'avait rien fait de mal. Il est allé plus loin, remettant publiquement en cause la crédibilité de l'arbitre et suggérant aux journalistes de se pencher sur le parcours de l'officiel. En coulisses, l'effort serait allé bien au-delà d'un simple coup de téléphone. Une source proche du dossier a indiqué qu'Andrew Giuliani, qui dirige le groupe de travail de la Maison-Blanche sur la Coupe du Monde, ainsi que le secrétaire au commerce Howard Lutnick, avaient longuement œuvré pour convaincre la FIFA d'annuler la suspension. Des responsables américains affirment même avoir fourni à la FIFA des éléments supplémentaires pendant la procédure d'appel, même si les détails n'ont jamais été rendus publics. Dimanche, la FIFA a annoncé que Balogun serait finalement autorisé à jouer contre la Belgique et la décision a immédiatement déclenché une tempête. Infantino a publié un communiqué confirmant qu'il avait parlé avec Trump, tout en affirmant que la décision finale appartenait entièrement à la commission disciplinaire indépendante de la FIFA. Il a rappelé qu'il échange régulièrement avec des dirigeants mondiaux et des acteurs du football sur toutes sortes de sujets. L'Union royale belge de football était furieuse et a officiellement contesté la décision, mais la FIFA a rejeté son recours presque aussitôt, estimant que la Belgique n'avait aucun intérêt juridique à contester une décision liée à un match totalement différent. L'image de l'épisode tout entier était extraordinaire. Les critiques ont souligné que Trump devait se rendre à un sommet de l'OTAN en Turquie, à peu près au moment où la sélection américaine se préparait à affronter la Belgique, elle aussi membre de l'OTAN, ajoutant une sous-intrigue diplomatique presque surréaliste à une controverse footballistique. Le secrétaire d'État Marco Rubio n'a pas résisté à une plaisanterie, suggérant que le sujet pourrait même surgir dans les conversations du sommet avec des responsables belges le lendemain. Des analystes juridiques ont aussi noté que, selon une lecture stricte des statuts de la FIFA sur les ingérences extérieures, l'épisode aurait théoriquement pu exposer la Fédération américaine à des sanctions, même si la FIFA n'a montré aucun signe d'aller dans cette direction. Au final, tout ce bruit politique n'a servi à rien au tableau d'affichage. Balogun a bien joué contre la Belgique comme prévu, mais les co-organisateurs ont été nettement dominés. La Belgique a pris une avance confortable grâce à Charles de Ketelaere, auteur de 2 buts dans la première demi-heure, et même si Malik Tillman a réduit l'écart, Hans Van Aken a rétabli 2 buts d'avance avant que le remplaçant Romelu Lukaku ne scelle une victoire écrasante 4-1 au cœur du temps additionnel. C'était une sortie déprimante pour les co-organisateurs dans leur propre Coupe du Monde. Après l'élimination du Canada par le Maroc et la défaite crève-cœur du Mexique contre l'Angleterre, les 3 pays hôtes étaient donc tous sortis avant même le début des quarts de finale, une situation sans précédent pour une Coupe du Monde disputée à domicile. Pendant que la saga Trump-Balogun dominait les titres, le football continuait lui aussi de livrer son spectacle. Un derby ibérique entre l'Espagne et le Portugal n'avait pas vraiment tenu ses promesses de classique, du moins jusqu'à la toute fin. Cristiano Ronaldo, toujours à la recherche d'un grand parcours mondial pour couronner sa carrière légendaire, a vu son Portugal contrôlé pendant de longues périodes par ses voisins espagnols. Le match est resté sans but jusque très tard dans le temps additionnel, avant que Michael Merino n'apparaisse pour marquer un but décisif dramatique, en voyant l'Espagne en quart sur le score d'1-0 et mettant encore une fois fin au parcours de Ronaldo en Coupe du Monde dès les 8e. C'est une histoire cruelle et familière pour le plus grand joueur de l'histoire portugaise,
dont la quête d'un titre mondial insaisissable continue sans aucune garantie d'une nouvelle chance. Alors, où en est le tableau avant les quarts de finale? 6 des 8 places sont désormais verrouillées et les affiches sont tout simplement spectaculaires. La France affrontera le Maroc dans ce que tout le monde présente comme une revanche de l'inoubliable demi-finale du Qatar, cette fois avec une couche supplémentaire d'animosité en raison des blessures subies par Saibari et Ounahi. L'Espagne, portée par ce but tardif dramatique contre le Portugal, défiera la Belgique, qui a démoli avec autorité la sélection co-organisatrice des États-Unis. Et dans une affiche européenne d'outsiders, la Norvège déchaînée d'Erling Haaland se mesurera à l'Angleterre endurcie de Thomas Tuchel, un duel qui ressemble déjà à un possible match du tournoi. La 8e et dernière place en quart se décide encore au moment où nous parlons. L'Argentine de Lionel Messi, championne en titre, est actuellement engagée dans une bataille tendue contre l'Égypte historique de Mohamed Salah à Atlanta, avec l'objectif d'éviter une nouvelle frayeur en prolongation, comme celle vécue face au Cap-Vert au tour précédent. Plus tard dans la même journée, la Suisse affronte la Colombie à Vancouver, pour le droit de compléter le plateau des 8. Le vainqueur de ce duel affrontera le vainqueur d'Argentine-Égypte, préparant une ronde de quart de finale qui pourrait difficilement être plus chargée en stars, en drame et, apparemment, en intrigue politique. Une chose est absolument certaine avant d'entrer dans le top 8, cette Coupe du Monde a déjà réécrit les livres d'histoire avant même que la phase à élimination directe n'atteigne son moment le plus décisif. 3 nations hôtes éliminées avant les quarts, un président américain en exercice intervenant personnellement dans une affaire disciplinaire, un quintuple champion du monde subissant sa sortie la plus précoce depuis 36 ans, et un vrai candidat aux 90 minutes les plus laides de l'histoire du tournoi entre la France et le Paraguay. Quoi qu'il arrive désormais, cette édition de la Coupe du Monde restera dans les mémoires pendant très longtemps, à la fois pour ce qui s'est passé sur le terrain et pour tout ce qui s'est passé en dehors.